Cette émission vous est proposée grâce au fantastique soutien sur Tipeee de Carotte, Tot et Chavon. La Voix des Bulles présente le One A Club, le podcast BD bimensuel qui a invoqué un chat noir sur son ordinateur. Et oui les amis, car comme vous avez sans doute déjà entendu lors de notre dernière splash page, La splash page, Yann. nous avons eu quelques soucis techniques car nous enregistrons le même jour. Mais nous sommes quand même partis pour vous faire une émission fantastique où nous allons vous parler de webcomics, où nous enchaînerons avec des chroniques sur les Destructeurs, deuxième génération, Masha, le Spirou HS numéro 9 qui est le mariage de Fantasios Marie, Tebori le tome 1, Tonichu le tome 11, et on finira avec De l'Express, avec Retour au centre de la Terre 3, et Solo numéro 2. Je suis accompagné aujourd'hui par Tizak. Bonsoir à tous. Et par Thio. Bonsoir. Nous espérons que nous allons avoir beaucoup de pêche et d'énergie pour cette émission que nous enregistrons tardivement. Nous avons passé un bon moment lors de l'enregistrement de la splash page précédente. Et je pense qu'on va tout de suite pouvoir commencer par parler de Online. Alors je vais commencer par vous parler d'une bande dessinée qu'on trouve sur Turbo Interactive. Turbo Interactive, c'est la plateforme de Batraf en fait, qui propose pas mal de soutien aux auteurs qui veulent se lancer dans le turbo média. Et le sujet en question s'appelle La pêche et la mangue par Vidu. C'est l'histoire d'un gars qui bouffe. C'est l'histoire d'un mec. Ouais, qui bouffe une pêche et en fait tout le monde fout sa gueule en Chine disant mangue. tu vas pas Désolé, je suis sorti toute seule, je suis. Excuse-moi, j'ai posé une mangue. tu vas pas t'étouffer avec un noyau de pêche et le gars s'étouffe avec un noyau de pêche et meurt. Voilà, la mort à la con, tu vois. Excuse-moi, non mais juste, alors, dans j'étais là, il y a Chine mangue, mais donc du coup, le mec, il a bouffé une pêche en entier. Ouais, il bouffe sa pêche, quoi. Et il a bouffe avalé sa le noyau, pêche Et pourquoi il a voulu bouffer le noyau? Bah, il est un peu con, quoi. C'est une mort à la con. Et il se retrouve au purgatoire où... Tout le monde se fout de sa gueule, oui, c'est normal. C'est normal, ouais. où en gros, J'ai pas compris, j'ai avalé une noix de coco en entier, putain, c'est resté coincé, quoi. il Bah découvre ouais. qu'il y a une sorte de loterie qui pourrait lui permettre de se réincarner parce qu'il a encore des choses à régler. Qui avale une noix de coco fait confiance à son anus. Oui, c'est un proverbe connu. Ou alors, il a des actions chez Préparation à H aussi, mais... Pardon. Donc, au purgatoire, il y a une loterie. Voilà, qui permet de se réincarner. Et le gars, il a des trucs à régler. En Il anus. essaye de trouver. Il est aidé par des fonctionnaires locaux. C'est présenté de façon très fonctionnariale, assez hallucinante et plein d'humour, dans un dessin en bleu, assez joli, assez efficace. C'est un turbo média qui marche plutôt bien. Donc je vous recommande d'aller écouter ça regarder ça sur Turbo Interactive. On reste sur Turbo Interactive avec Violence, Fulmine partie 1 par Nick Debray. Là, on est dans un turbo média vraiment très joli, mais on voit que le gars, il vient de l'animation, enfin j'imagine en tout cas, car c'est très animé. Techniquement, de temps en temps, je trouve que c'est un peu trop, même si c'est très joli, parce que l'animation prend un peu le pas sur le rythme de la lecture. Toutefois, c'est un dessin vraiment magnifique et très joli qui nous raconte l'histoire d'un jeune luthier qui se la pète un peu parce qu'il est le fils du grand maître et qui veut devenir le grand maître derrière. Franchement, c'est très joli, très sympa, c'est à suivre et j'attends la suite avec impatience. On arrive maintenant chez les auteurs numériques avec Partir en fumée de Sinat, ou Sinas, je ne sais pas comment ça se prononce, et David Belot. Un dessin de style manga plutôt très très sympa, qui joue beaucoup sur les apparitions par fondu enchaîné et qui nous parle de quelqu'un qui a une addiction à la cigarette qui apparemment
lui a rendu sa vie très difficile. C'est vraiment sympa, un peu énigmatique sur comment ça va se passer. Et je trouve vraiment que tous ces fondus enchaînés sont très réussis et très efficaces. Ça marche très très bien. Voilà, un noir et blanc très sympa avec du tramage et des niveaux de gris que je trouve fort réussis. Donc je vous invite à aller y jeter un œil. C'est chez Turbo Inter... les auteurs numériques. Faut que j'arrête de tout mélanger. Tu vas y arriver. Ouais, je vais y arriver. Eh ben, c'était une chronique online super rapide et on va tout de suite pouvoir commencer à parler, il était temps de le faire, des destructeurs. Métio, mais de quoi que ça parle, les destructeurs? Oh, les destructeurs. Alors, c'est une bande dessinée. Oh, regarde, c'est pas comme ça. Oh là, il me jette un petit regard noir, Tisac. Les destructeurs, donc, c'est une BD donc, de François Moretti, qu'il a fait. Monsieur. François Moretti. Monsieur Île de Sky, François Moretti. Ouais. Monsieur Bois du Sky sur l'île de Sky. C'est possible. Probable. Certain. Donc, qu'il a fait paraître en crowdfunding donc sur Ulule à l'époque. Et donc je l'avais backé à l'époque et malheureusement, du coup, on a mis un petit peu de temps à le chroniquer. De quoi que ça parle? On va suivre donc l'histoire de notre héroïne, donc Shona Bubble Bottom. Bubble Bottom, merci. Tout est dans le nom de famille. Voilà. Qui a construit un petit peu... qui a été au départ serveuse dans un bar et qui ensuite devient une super héroïne qui fight le mal. Est-ce que ça te va comme définition pour toi? Ouais, c'est un gros raccourci, mais... Je fais un pitch rapide. C'est un pitch ultra rapide. Est-ce que toi, tu pourras en rajouter là-dessus, toi? C'est juste que voilà, elle va de petit boulot en petit boulot, elle est orpheline, la vie a pas été super non plus agréable avec elle et puis elle se retrouve à s'engluer dans cette vie-là qu'elle ne peut plus supporter et puis du coup elle part en guerre contre les divinités du mal. C'est ça. Alors divinités du mal qui vont être t'as la saleté, l'imbécilité, tous les trucs, voilà. La maladie, l'étroitesse d'esprit. Voilà. Alors, le dessin de François Moretti, on le connaissait déjà dans... Oh, putain. À minuit, j'ai plus le cerveau. Burlesque, merci. Burlesque Girl. Burlesque Girl. Le dessin, de François Moretti, c'est pour moi un truc qui est hyper pointilleux. Il y a un souci du détail qui est un truc de ouf, quoi. Un noir et blanc très très fin en fait dans le trait. J'avoue, je sais pas comment il travaille en fait. À mon avis, mais c'est limite tu te dis que tu travailles avec d'une plume quoi. Ouais, du rotring quadruple zéro. Ouais, c'est vraiment absolument splendide. Moi, j'ai trouvé en fait que dans le travail de je vais dire François aussi, vachement pote et tout, mais j'ai trouvé qu'il y avait Franc. J'ai trouvé que dans son Freine-nous. J'ai trouvé que dans ce travail sur les destructeurs, il y avait une énergie, une urgence dans le traitement de la narration. Une narration qui pour moi est puissante et un peu brouillonne. Mais c'est brouillon parce qu'en fait, il y a beaucoup... J'ai l'impression qu'il a mis vraiment énormément de lui-même dans tout ce qu'il avait envie de dire, de mettre dedans, et qu'il y avait, voilà, comme je dis, une sorte d'urgence, quoi. Il fallait vraiment que ça sorte vite, quoi. Et je trouve que, même si peut-être parfois ça semble un petit peu brouillon dans cette narration, c'est finalement ça qui lui donne vraiment une pêche et une énergie qui est vraiment, qui pour moi m'a plu et j'ai trouvé vraiment excellente. Maintenant, en disant ça, je peux vous dire aussi que je comprends que certaines personnes, par ce côté-là, en fait, se soient un peu perdues dans la narration. Parce que on se retrouve avec à un moment, je dirais, une bande dessinée, et à un moment, on est vraiment dans de l'illustration. Il y a un côté artbook. Voilà, qui est génial, mais qui, du coup, a pu un peu faire fuir certaines personnes, quoi. Je vais aller dans ton sens. Ça casse complètement les règles de construction
traditionnel, les sens de lecture sont dézingués dans tous les sens. Même la façon de raconter la narration évolue en cours de route. Il y a beaucoup de changements de ton, beaucoup de changements d'époque. Enfin, on peut dire que ça part dans tous les sens, mais en même temps, il y a un propos quand même derrière. Ah, il est énorme. Ouais, mais voilà, c'est vrai que c'est complètement déstructuré. Voilà, il y a un côté, si je devais faire un parallèle avec la cuisine, par exemple, on sort de Bernard Loiseau et on va dans des choses beaucoup plus déstructurées à la Ferran Adrià. Ok. Voilà, c'est ce qui n'enlève rien ni à l'intérêt du premier et qui n'enlève pas non plus à la beauté gustative de ce que peut proposer une cuisine moléculaire, une cuisine déstructurée. Et là, c'est un petit peu ce que j'ai eu comme impression avec les destructeurs, c'est que d'une part, c'est beau. Il y a ce côté, comme je disais, artbook, mais il y a quand même une trame narrative derrière. Mais voilà, tout ça un peu déstructuré. Les polices de caractère aussi sont pas évidentes toujours à suivre parce que c'est pas la plus grande lisibilité. Il y a un côté manuscrit et c'est pas toujours forcément très lisible pour le lecteur. Faut y passer du temps. Mais un peu comme sur les dessins, faut y passer du temps. Faut aller chercher les petits détails. Voilà, donc c'est pas un bouquin de easy reading. C'est pas un truc qu'on peut dévorer à proprement parler. Parce que justement, il a mis tellement d'énergie qu'il y a un petit côté fouillis, mais qu'il faut s'approprier. Il faut prendre le temps de le feuilleter calmement, quoi. Donc moi, je te dirais, ou y revenir. Moi, voilà, clairement, c'est un bouquin que j'ai pris, j'ai mis pour moi, à ma vitesse de lecture, que j'ai mis du temps à lire, parce qu'il a vraiment fallu que je me pose et que je prenne le temps de, comme tu dis, voilà, de vraiment rentrer à l'intérieur, de voir les détails. Et après, voilà, je sais pas comment François l'a construit, mais moi, j'ai vraiment eu l'impression de rentrer, en fait, quelque part dans son intimité. J'ai vraiment eu je pense que voilà, là, c'est le côté dans la tête de John Malkovich, quoi. Ouais, mais j'ai l'impression, en fait, que c'est vraiment, c'était son ressenti, c'était ce qu'il avait envie de faire paraître, et que, voilà, grosso modo, il a vraiment livré beaucoup de lui-même dans Les Destructeurs. Vraiment, voilà. Quelque chose qui est vraiment, on va dire, dans l'introspection, voilà, il a livré, en fait, il a tout ouvert, il te laisse tout regarder, et c'est pour ça que, du coup, à des moments, je pense que tu es vraiment dans l'artbook, parce que t'as ce côté dans le dessin de François Moretti où tu es dans l'imaginaire de ce qu'il peut ressentir à l'intérieur. Oui, et j'ai trouvé ça vraiment, moi, j'ai vraiment trouvé ça très, très puissant, quoi. Moi, je trouve que par rapport au fond, par rapport aux propos, ça peut sembler logique aussi, puisqu'on est dans les destructeurs. Il y a la destruction du monde, c'est la fin du monde. Et il y a un côté onirique, il y a un petit côté Alice au pays des merveilles. D'une certaine façon, un petit peu un côté Benjamin Lacombe, pas dans le dessin, mais dans la recherche des détails et dans le côté un peu fantasmagorique. Voilà, moi, c'est un univers qui me plaît et vraiment qui mérite de prendre du temps pour se l'approprier. Donc, effectivement, esthétiquement, ça peut tout de suite accrocher éventuellement. Au niveau de la narration, par contre, il faut vraiment... Enfin, ça vaut le coup d'y passer du temps. Voilà. Ça a été mon problème. Donc, je le dis tout de suite, c'est un bouquin que j'ai pas fini. Parce que, comme disait Mathieu, je pense que c'est un bouquin, il faut trouver le moment pour se poser au calme, tranquille, et se le faire d'une traite. J'ai commencé à le lire, et puis j'ai fait une pause, j'ai pas retrouvé le moment, j'ai compris que c'était un truc, il fallait le temps pour le lire, et j'ai pas retrouvé ce moment-là, parce que ouais, ça m'a bloqué par ce côté brouillon. Alors j'essaierai peut-être d'y retourner plus tard, mais je sens que ouais, c'est exigeant en fait, en termes de lecture. Pour le lecteur, ça donne une certaine exigence. Et ça m'a un peu bloqué à ce niveau-là, alors que j'adore le trait, le côté un peu décomplexé, le côté mélange de tonnes d'influences entre du pop, du mystique, tout ça a l'air et me semble très intéressant, mais j'ai pas réussi à rentrer dedans assez pour le lire d'une traite. Et je pense que c'est un bouquin qu'il faut lire d'une traite si on veut vraiment l'apprécier pleinement. Après, il y a un autre point à noter aussi, c'est le bouquin donc, qui est sorti en crowdfunding et qui est quand même, somme toute, assez luxueux. C'est un très beau livre. Alors, c'est un très beau bouquin. J'avais pas assez, en fait. Il est ultra classe, quoi. Il est ultra classe. Le papier
a un petit côté quand même granuleux. Il n'y a pas ce côté glacé entre guillemets au papier, mais tant mieux. Voilà, c'est un vrai choix. C'est un vrai tant mieux. Et la couverture est quand même juste terrible, quoi. Oui, l'effet vieux livre, faux cuir. C'est vraiment une superbe édition, clairement. Clairement. Un joli travail. Bon, voilà, après ça a plu à certains. Ça fait boom, c'est onirique, c'est... Voilà. Deuxième génération. Alors Michel Kiszka. Michel Kiszka, alors c'est pas une bande dessinée, c'est plutôt un roman graphique qui date un peu parce que c'est quand même sorti en 2012. Oui, je t'emmerde un peu, tiens, Nîmes. Hein, toi roman graphique, bande dessinée, c'est pareil. Mais bon, oui. Non. Et non. Ce sera le thème. Retourne lire Télérama. Ce sera le thème d'une prochaine splash page. Sur en fait les différentes versions de la bande dessinée, dans l'introspection du moi profond, l'art-vert qui. Vas-y à toi. Miguel de la Vesca qui sera notre témoin. Donc c'est sorti en 2012. C'est pas tout neuf. Bon, je vous dis tout de suite, moi les bouquins sur la Seconde Guerre mondiale, généralement, ça me saoule vite. Là, ça n'a pas du tout été le cas. C'est pas une énième BD sur la Shoah. L'auteur Michel Kiszka n'a pas été déporté. Par contre, son père, lui, il a été. Il est revenu comme étant le seul survivant de sa famille, donc ça a un petit peu laissé des traces et une forme de responsabilité quand même. Et surtout, ça a grandement influencé le reste de la famille. Donc Michel, l'auteur, son frère Charlie. Et les deux frangines, ainsi que la mère, bien évidemment, et qui ont grandi dans l'ombre de ces restes de Shoah, leur histoire familiale. Donc c'est une forme de tragédie historique, mais qui est présentée sous la forme de la tragédie familiale. Donc on est dans l'autobiographie, l'auteur se livre forcément, il retrace donc le parcours de sa famille, douleur, cauchemar, mais bon, il y a aussi des moments de rire, des moments de délivrance, parce que c'est des actes de délivrance, c'est un petit peu ce que chacun recherche là-dedans, y compris l'auteur à travers ce bouquin. Et chacun des enfants a essayé de s'émanciper justement de cette ombre, de ce poids qu'il n'avait pas vécu directement, mais indirectement par le biais du père. Donc voilà, ça navigue un peu entre documentaire historique, récit autobiographique et plein de sensibilité, voilà, plein de poids. Voilà. Ça, c'est pour le pitch général. Bah, moi, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'on suit vraiment, en fait, c'est Michel Kiszka qui raconte sa vie, comment il a vécu la lourdeur du passé de son père, et ce rapport aussi à la question juive, qui est assez étonnant en fin de compte, parce que tu te rends compte que le père était un juif non pratiquant à la base, qu'il est devenu, il n'est pas devenu vraiment pratiquant, mais qu'il a fait pratiquer sa famille suite au traumatisme des camps, qu'il y a un recul vis-à-vis du côté juif pratiquant de la part de l'auteur, même s'il finit par s'installer à Jérusalem, alors qu'il vient de Belgique, et qu'il y a toute une question sur qu'est-ce que c'est qu'être juif, qu'est-ce que c'est que cet héritage, la place du devoir de mémoire. Pourquoi est-ce que je devrais porter cet héritage, cette souffrance, alors que en fait je suis une deuxième génération, et aussi ce traumatisme apparemment qui est un traumatisme de deuxième génération, qui est un phénomène apparemment qui est reconnu, et puis aussi la façon qu'il a de... En gros, il y a des scènes terribles où il t'explique que son père ne s'est jamais livré sur ce qui lui était arrivé dans les camps, et le jour où il le fait, c'est l'enterrement de son frère, de son fils, quoi. Tu te dis, mais là, voilà, et l'auteur dit, mais j'ai l'impression que mon père m'a volé mon deuil, en fait, en rapportant les choses à lui. Et tu as ce côté-là. Alors, on va forcément rapprocher ça un peu de Maus, même si la figure du père est moins caricaturale que la figure du père dans Maus. Ouais, t'es pas La figure du père dans Maus, elle est quand même... Enfin, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de similitudes, quoi. Parce que le père de Spiegelman dans Maus est quand même très aigri par rapport au travail de son fils. Il se confie
souvent à demi-mot, en dénigrant ce qu'il fait, enfin, c'est ce que j'ai en souvenir. Hein. Mais il me semble qu'il n'est pas non plus très... vraiment dans l'acceptation de ce que fait son fils sur le travail, sur la... La plus, parce que le père dessine, c'est le père qui a donné le goût du dessin au fils, qui a donné le goût du dessin à Michel. Le fils a en plus suivi enfin, il a fait des études sérieuses dans l'architecture au niveau du dessin, donc forcément ça aide. Il y a une reconnaissance. Maintenant, c'est vrai que on a l'impression que ce père-là va toujours comparer la souffrance des autres à celle qu'il a eue, en disant que de toute façon... c'est rien par rapport à c'est rien par rapport à ce qu'il a fait. Et en allant plus loin, c'est le fils qui dit j'ai lu tel article sur les tortures qu'a subi ce mec-là par la Gestapo. Et le père lui dit ouais, mais il a écrit que 9 pages, moi j'en ai fait 200 dans mon livre. Ça change rien la douleur qu'a subi ce mec, tu vois. Et... Dans tout le bouquin, la place du père est extrêmement importante parce qu'elle sert de point de comparaison et elle sert à chaque fois de point de souffrance. C'est le père occupe à chaque fois l'intégralité de l'espace. En tout cas, à partir du décès du frère de Michel, Charlie. Le père occupe l'intégralité de l'espace et le poids qu'il y avait déjà auparavant de la Shoah, avec la maman qui disait non mais pêcheur papa il a vécu les camps, pêcheur papa machin, par la suite ça prend encore plus de lourdeur, c'est-à-dire qu'il y a plus simplement le poids de la Shoah, il y a aussi le poids de l'espace qu'occupe le père et c'est lourd, d'autant plus lourd pour tout le monde dans la famille quoi. Voilà, donc on est dans un dessin en noir et crayonné, blanc, un peu de niveau de gris. Ouais, qui a un petit côté ligne claire, assez sympa, assez cartoony. Parce que c'est cartoony, ouais. L'auteur est à la base plus un illustrateur et un cartooniste. Il fait du dessin de presse, ouais. Voilà. Donc, qui marche bien, qui donne un certain contrepoids, la lourdeur du propos aussi, qui est intéressante. Donc, rien à dire là-dessus. J'ai été un peu déçu sur le final, entre guillemets, parce que bon, t'as une construction qui tient bien la route. Et je trouve que c'est un peu dommage parce que je trouve que la fin tombe un peu à plat. Ça aurait presque été mérité d'être un peu plus romancé pour avoir une chute qui tienne un peu. Enfin, je dis pas une chute genre waouh, le truc auquel je m'attends pas, mais quelque chose qui donne pas l'impression. Alors, c'est logique, le gars raconte sa vie n'est pas finie à la fin du truc, mais quelque chose qui finisse l'histoire. On a l'impression que cette histoire n'est pas finie et que. Il me manque la fin et j'aimerais la connaître. Il n'y a pas de fin en fait. C'est le bouquin, il l'a sorti, il l'a pensé longtemps. C'est grâce à sa femme qu'il arrive à se lancer là-dedans. Sa femme qui dit bon tiens arrête, tu coupes les ponts, tu t'en vas en espèce de retraite pour arriver à pondre ce que tu as à faire. Et c'est en partant sur Paris et Bruxelles, je crois, qu'il rencontre l'éditrice Gisèle de Hahn. Et qui, elle, lui met un peu le pied à l'étrier, le cadre un peu par rapport à son projet et le lance vraiment, du coup, pour aboutir au bouquin. Et de l'aveu même de l'auteur, c'est maintenant, il respire mieux. Voilà, maintenant qu'il a réussi à raconter tout ça, le sous-titre de Deuxième Génération, c'est « Ce que je n'ai pas dit à mon père », je crois, un truc comme ça. Ouais, c'est ça. On sent que, justement, il avait cette espèce de sac à dos plein de cailloux et extrêmement lourd. Et que là, en le racontant et en éditant le livre, il arrive enfin à poser son sac. Mais c'est pas la fin de l'histoire. Là, il a posé le sac et maintenant, il peut vraiment commencer à mieux vivre. Alors, mieux vivre en Israël, pour le coup. Donc, il a quand même intégré le poids de cet héritage. Il l'a pris à bras-le-corps, entre guillemets, mais sans que ça devienne exagérément prenant au quotidien. Pour lui, c'est juste qu'il a trouvé un juste équilibre dans sa vie. Mais voilà, l'histoire n'est pas terminée, ça se poursuit. Voilà, c'est juste qu'il a posé le côté lourd qui l'oppressait au quotidien. Maintenant, il a fait ce qu'il avait à faire, il peut avancer. Thio, quelque chose à ajouter Je pense que le sentiment que tu as sur la fin, c'est que cette deuxième génération, elle n'a pas encore fini son trajet. Donc forcément, oui. tu n'as pas de fin, en fait. Oui, mais c'est un peu... Je rejoins un peu les doutes qu'avait l'auteur de se dire... qu'il avait l'impression qu'il ne pourrait sortir ce livre qu'à la mort de son père. C'est bien qu'il est sorti plus tôt, j'ai envie de dire, pour que son père puisse le voir. Mais voilà, il manque... après cette deuxième génération, en fait, il manquerait presque la fin de cette deuxième génération pour dire... Et la troisième la troisième est en train de se construire. Hein. Les voilà. enfants sont encore un tout petit peu trop jeunes pour s'approprier ça. Et puis après, je pense que c'est en fonction de comment la deuxième génération... Non mais...
comment la deuxième génération aura vécu et survécu à ça, la troisième génération, il y aura des cas de figure différents. Effectivement, ceux qui auront très très mal vécu en tant que deuxième génération, la troisième génération aura peut-être là aussi du mal-être. Ceux qui, comme l'auteur, ont commencé par un mal-être et finalement s'en sortent, peut-être que la troisième génération, du coup, elle aura beaucoup moins de lourdeur, entre guillemets, à digérer. Donc, deuxième génération de Michel Kiszka, c'est chez Dargaud. Une histoire de l'île d'errance, Masha par Grimaldi et Plensky. Nous avions déjà beaucoup aimé Bran, qui était Premier vraiment tome. superbe. Et on s'était dit, oh là là, c'est dommage que ce soit qu'un one-shot, j'aimerais bien qu'il y ait une suite. Et à défaut de suite, ils nous ont fait une préquelle qui nous raconte ce qui se passe avant. Si vous vous souvenez bien, dans Bran, on nous montre qu'il y a une sorte de peuple magique qui vit sur cette île et qui est un petit peu opprimé par les humains qui vivent dessus. Eh bien, cette histoire-là va nous raconter l'arrivée des humains sur l'île d'errance et leur rencontre avec les créatures magiques, mi-hommes, mi-animaux, en gros, dessus. Et on voit que l'arrivée des humains ne se fait pas... Enfin, ils font comme ils font d'habitude les humains quand ils s'installent quelque part. Hein. Ils font comme chez eux. Les termites. Ils font comme chez eux, ils s'essuient pas les pieds sur le paillasson et ils foutent la merde. Et on va Il s'essuie la merde sur le paillasson. Ouais. Et donc on va suivre la jeune Masha et son amant Ronan qui vont être pris dans cette histoire-là, qui vont être pris dans une histoire de guerre que Ronan ne veut pas vraiment assumer car c'est un vrai pacifiste. Et Masha qui, elle, veut lutter pour protéger son île et l'aider, quitte à prendre une vie, ce que normalement ces êtres magiques-là ne font pas gratuitement. Et c'est ce qu'ils n'aiment pas chez les humains, c'est que les humains prennent des vies pour le plaisir de prendre des vies. Donc on suit l'histoire de ces personnages, l'histoire de leurs relations sur un assez long moment. Hein. On les voit grandir, on les voit vieillir. On les voit faire de nombreuses rencontres. On en apprend plus sur les peuples magiques qui étaient juste survolés dans Bran. Et c'est une histoire vraiment magnifique. Un très beau conte, avec des illustrations, mais à tomber par terre. Une mise en page, mais de toute beauté, qui casse un peu les cadres classiques quand il faut. Pour les scènes un peu de rêve et les scènes oniriques, qui jouent sur des couleurs très lumineuses. C'est un dessin de couleurs, en fait. On sent qu'il y a peu de traits, ce sont les couleurs qui sont posées directement sur la planche et qui étincellent, qui sont vraiment superbes. Ça te flatte la rétine. Ça te flatte la rétine. Oui, ouais, c'est comme ça. Voilà, moi j'ai vraiment adoré ce bouquin. Je trouve que c'est une série magique. Et comme je vois qu'il y a une suite à paraître, j'ai très très hâte de le lire. C'est classé dans la collection de Cho l'Aventure. Je comprends pas pourquoi c'est classé en jeunesse, tellement c'est pour tout le monde en fait. Bon, c'est quand même un peu plus orienté jeunesse, ado, mais... Il y a du cul quand même. Oui, c'est en ça que je dis ado, dans le sens où c'est pas du cul pour du cul, mais c'est des relations entre amoureux, voilà, tout simplement. Oui, mais après c'est pas jeunesse pour les 5-6 ans. Hein. Est-ce que du coup c'est pas un peu un hymne de la zoophilie quand même? Ah, les furies, c'est un hymne de furie. Ah, c'est ça. Donc, non, désolé, ça va, j'arrête. Me regarde pas comme ça, Isaac, c'est bon. Je suis consterné. Tu es consterné. Ou cerné par des cons. J'avais beaucoup aimé Bran. Je continue sur Masha. Graphiquement, c'est très joli. Et au niveau de l'histoire, j'ai passé un très bon moment aussi. Donc, ouais. Moi, j'ai trouvé que l'air de rien, en conservant une trame de narration qui fait avancer une intrigue, on en apprend plein sur les peuples, quoi. C'est bien construit, je trouve. Ils nous ont pas fait bon, alors il y a le peuple machin, le peuple bidule, le peuple truc. C'est pas non plus on va voir tel village, puis on va voir tel village, puis on va voir tel village. Je trouve qu'au niveau de la narration, c'est bien construit pour qu'on en arrive à en apprendre plus sur l'ensemble du monde magique, tout en conservant une grande évolution et dans le temps et dans les faits entre les personnages. Et voilà, donc la narration se passe vraiment de manière très fluide et très bien construite. Moi, c'est un coup de cœur pour moi. Est-ce que ça l'est pour vous?
J'irai pas jusqu'au Je coup de n'irai cœur. pas jusque-là. Ok. Oh, on n'était pas loin, je pense. Kyo Non plus. Non plus, d'accord. Bon, on l'a Bah, raté. ce sera le tien, je veux dire, en même temps. Non, mais attention, on a dit le coup de cœur, on le met que si on a toutes les personnes qui ont lu le bouquin jugent que ça l'est, pour montrer que ce sont des livres d'excellence qui plaisent à tous les goûts, même les plus dépravés. Passons à la Passons suite. à la suite, parce que là, je t'avoue que, mon avis, t'es sur un chemin assez douteux, tu vois. Ouais, je le vois bien le chemin. Douteux. Et on va parler donc de Fantasio se marie. Pourquoi tu me regardes comme ça? Ah non, J'ai- non, je sais juste que tu avais le bouquin qui allait un peu sur les câbles et j'avais peur que ça fasse Oh, des tiens, des le contacts. cadre d'alimentation de la table de mixage. Donc, le Spirou de Benoît Foroumont, Fantasio se marie, donc chez Dupuis. A priori, je vais pas vous faire un long pitch sur quel est le thème, qu'est-ce qui se passe. Mais c'est qui Fantasio? Donc du coup, Fantasio, c'est le copain de Spirou. Ils ont fait toute- Spirou? Ce sont deux potes reporters qui font plein d'aventures dans le monde. Voilà. Et Fantasio, ça y est. Ah, c'est Tintin et Milou, quoi. Non, parce Non. qu'ils parlent tous les deux. Mais Ah ouais. Milou aussi, il a des pensées. Milou, il a des bulles. Donc Fantasio va se marier et il va se marier avec la fille de la plus grande mania de la mode. Ce qui caractérise parfaitement Fantasio, j'ai envie de te dire. On retrouve Hein un peu le Fantasio de Luna Fatale, oui. avec son expo au début. Donc on a quand même un Spirou qui est déjà dans le 21e siècle, le téléphone portable, la totale, quoi. Hein. On est vraiment ancré, on va dire, dans notre société actuelle. Et l'aventure commence déjà par un gros flashback pendant la Deuxième Guerre mondiale et donc des SS qui essayent donc justement d'attraper donc des Juifs et ceux-ci sont en train d'essayer de cacher un collier. Voilà. Et ensuite on va arriver directement donc au moment où Fantasio va annoncer à Spirou qu'il va se marier avec, je ne me rappelle plus le nom de la fille, mais avec la fille de la mania de la mode. Forcément, il va y avoir un cambriolage à ce moment-là quand Spirou est dans l'immeuble et Spirou va essayer d'enquêter, bien aidé donc par C'est Cotine, C'est parce que Cotine. Fantasio est occupé à autre chose. exactement, comme Fantasio est occupé, c'est Cotine passe par là, elle arrive, elle est là et elle va mener l'enquête. Et se avec foutent de la Spirou. gueule de Spirou allègrement. Totalement. Genre, mais ta déco, ça fait un peu années 60 quand même, Spirou. Mais tu sais, Spirou, une femme, ça peut être aussi fort qu'un homme. Spirou, mais non, mais au foot, on va vous éclater. Voilà. Ouais, c'est très, très, très. Donc, Ça fait du bien. on a vraiment en fait le Spirou C'est un peu tout vieux much, mais ça garçon. fait du Quoi. bien. Mais je suis d'accord, ouais, ça fait des fois un peu too much. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est peu développé de montrer que c'est un personnage, Spirou, qui est plutôt jeune et Qui est hors du temps. qui est un peu hors du temps, justement. Oui, voilà, c'est une icône, hein, et qui donc a ce côté vieux garçon. Mais qu'est-ce que tu te fous de balader avec encore ce costume? Parce que c'est le costume qui fait chier ma mère. Personnage très intéressant. C'est la première fois qu'on voit la mère de Spirou. Eh oui. Et voilà. Donc, bien sûr, on est dans un hors-série. C'est pas dans la continuité officielle, mais j'ai trouvé ça assez rigolo de réhumaniser aussi un peu le personnage, en fait, hein, de le replacer dans son époque, de Ça lui crée un vrai lien et pas Voilà. il sort de la cuisse de Jupiter, quoi. Bon, surtout après qu'au niveau graphique, on a quand même un tout autre Spirou que celui qu'on connaît habituellement. Oui, il a l'air un peu plus péchu, dynamique. Il est cool, quoi. Il y a ça. Ouais, non, Après, oui. Et avec mais- ses défauts, il est plus ancré dans le réel. Oui, puis après, c'est vrai que faut aussi que plaise, on va dire, la nouvelle allure de Spirou. Parce que même s'il est toujours un groom, c'est pas du tout le même, je trouve, le même trait au niveau du visage. Ah oui, il a été réadapté. Il a Voilà. complètement. L'auteur s'est complètement accaparé le personnage. Mais ce qui fait, en fait, du coup, ce qui en fait un Spirou qui est vraiment totalement différent de celui qu'on connaît déjà. Oui. Il reprend les codes, il reprend les thématiques, mais il les adapte. C'est le but de la série. Hein. Ah oui, non, totalement. Je trouve c'est- que c'est bonne réussite là-dessus. Puis ensuite, course-poursuite, action, retournement de situation, Ingrédients aventure, classiques. un peu de magie. Alors, ingrédient classique, mais je trouve que moi j'ai trouvé ça intéressant parce que pour moi j'ai eu une sorte de petit retour vraiment à un Spirou que j'aimais bien, quoi. Plus dynamique, plus péchu que ce qu'on a lu dans certains autres Spirou avant ceux de Velman. Velman.
Ouais, moi j'ai trouvé ça assez efficace, donc assez cool. Euh, Après, bon, ça reste pas un de mes préférés parce que même si l'approche est intéressante, euh, c'est, on est vraiment dans du divertissement pur. Alors que c'est vrai que de cette collection-là, j'ai envie d'en attendre un peu plus de profondeur vis-à-vis du personnage, un peu plus de réflexion sur le mythe, sur l'icône, etc. Il y en a, hein. Et puis le dessin de Benoît Féroumont, moi je trouve ce dessin très clair, très propre, vraiment très joli, assez élégant, des couleurs qui le servent très bien. Euh, mais voilà, ça reste une bonne histoire, mais c'est pas le meilleur de la série. Quelque chose à ajouter, hein? Moi, je suis pas fan de Spirou à la base. Oui. Voilà, je l'ai lu, ça se lit, ça révolutionne en rien, mais alors en rien, le genre. Pour le personnage de Spirou, ça le dépoussière, ça le rafraîchit, ça le met un peu plus dans le bon siècle, entre guillemets, ou au moins dans la bonne décennie. Tout en montrant son décalage avec ce siècle, hein. En montrant justement, notamment, en montrant son décalage. Mais voilà, ça permet de dépoussiérer le bestiau, mais ça ne révolutionne rien non plus. Ce qui n'est pas non plus l'objectif, hein. Ce n'est pas non plus l'objectif, c'est un peu comme un Jérôme K, Jérôme Bloch. Voilà, c'est un peu sur la même ligne, on continue, on avance. La différence qu'on est quand même sur du hors-série, c'est-à-dire qu'il y a une liberté normalement pour l'auteur qui est tout autre que sur la série principale. Bah, comme disait Mathieu, la liberté, elle est dans le dessin de Spirou. Elle est aussi dans le fait de présenter sa mère, alors que dans la série officielle, on n'a pas de lien familial particulier. Voilà. Bien, donc je pense que nous allons pouvoir cesser sur cet épisode sympathique, mais sans plus, de Spirou. Tebori, tome 1. D'un certain Robledo et d'un certain Toledano au dessin. Donc c'est leur nouvelle série, on est sur un tome 1 et on va suivre les aventures d'un certain Yoshi. Ce n'est pas un petit dragon vert. Tu l'as fait à ma place. Et ouais, Merci. Je m'en suis douté. Je te voyais trépigner sur ton fauteuil, tu faisais des petits bonds comme ça. Donc Yoshi est un jeune japonais un petit peu... Oh, il respecte pas toujours les règles, il est un peu boulégon, comme on dit chez nous. Il traîne dans un gang de motards, etc. Et donc, justement, son père n'a pas envie qu'il tourne mal. Et il le place en apprentissage chez un grand maître tatoueur qui s'appelle Seijun. Et donc, contre toute attente, le petit Yoshi va bien aimer ce travail-là. Il va respecter justement ce grand maître et il va apprendre assez vite, avec beaucoup d'efforts, avec beaucoup d'assiduité, ce métier de tatoueur. Cet art même, puisque le terme de tebori désigne les tatouages traditionnels japonais qu'on peut retrouver notamment chez les Yakuza. Et justement, c'est un petit peu ça qui va être le point de départ des aventures ou des mésaventures adultes de Yoshi. C'est que on saute un petit peu une dizaine d'années et on se retrouve donc avec le grand maître qui confie à Yoshi que son secret, c'est un petit peu de tatouer les fameux Yakuza de manière détournée, avec une entrée discrète, cachée, etc. Et que les clients du haut. Les clients du haut, exactement, puisqu'ils sont en haut, se continuent à se faire tatouer uniquement par ce grand maître-là, à l'ancienne, sans utiliser d'outils électriques, et vraiment en souffrant, en silence. Ou pas. Pour se faire leur tatouage, leur tebori, mais qui ne sont pas anodins, ces tatouages, puisqu'ils retracent leur fait d'armes. Donc voilà, donc ces tatouages, c'est une forme de secret qui est transmis entre le chef Yakuza et son tatoueur. Et Yoshi va découvrir quelque chose d'assez étrange qui ouvre du coup l'intrigue, qui ouvre sans doute aussi tout un tas de problèmes vis-à-vis des chefs mafieux,
quelque chose qui pourrait même être de l'ordre du fantastique. Donc on va pas trop en dire plus parce qu'on arrive déjà presque à la fin de ce tome 1, qui est un tome de présentation de situation, qui est un tome de présentation des différents protagonistes, qui met très bien dans l'ambiance, je trouve. On s'ennuie pas, pouf, on arrive au bout sans qu'on ait eu forcément d'événements déclencheurs, d'événements perturbateurs, et puis on attend la suite en fait, quoi. C'est un peu le problème que je trouve dans ce tome 1. C'est un très bon tome introductif. Tu passes un très bon moment. Le dessin est superbe. Dessin est magique. C'est très bien foutu. Ça tourne très bien. On sent toutes les références qu'il peut y avoir dans tous les sens. À Akira sur le coup des gangs de motards. À Blackjack. Je sais pas si tu l'as vu, la référence à Blackjack, quand il y a le mangaka qui dessine les aventures d'un chat noir façon manga. Il y a un clin d'œil à Blackjack. Moi, je l'ai pas. Bref, ça marche très très bien, mais c'est vrai que à la fin tu fais waouh. Ouais, enfin bon, t'as beau avoir lu ça d'une traite, t'arrives à la fin, tu fais waouh, je veux la suite là. Je suis content d'avoir rencontré ces personnages-là, mais pour le moment, vous m'avez pas raconté grand-chose, quoi. Bon, pour info, le tome 2 est sorti, de mémoire. Non, je sais, il est sorti. Je l'ai vu en septembre, en octobre. Je sais. Voilà, c'est sorti. Bah, tu vois, il fallait acheter directement le tome 2 en voyant la couve. Hein. Ah, Mathieu. Mais on lui a dit qu'il fallait mieux qu'il achète le 1 d'abord. Oui, bah non, parce que c'est sûr que la couve du 1, c'est un homme, et la couve du 2, c'est une femme. Et bien sûr, Mathieu, en bon hétéro de service, a choisi la nana, n'est-ce pas? Sauf que c'est pas comme ça que ça marche, Mathieu. Il faut d'abord prendre le chiffre 1 et après le chiffre 2. C'est toi qui parles de numération. C'est ça. C'est ça. C'est ma petite revanche de tout à l'heure. C'est ça. Celle-là, elle est quand même. Des coups, voilà, qui quand même sont. Black filé entre les émissions. Ouais, c'est ça. C'est la file rouge. Par contre, quand même des couvertures qui, même s'il y a un homme ou une femme, sont très accrocheuses. Ouais. Moi, sobre. Alors, elles sont sobres et simples, mais en même temps, elles sont remplies de complexité et de détails. C'est très stylisé. Ouais, voilà, très, c'est vraiment très très joli. Écoute, voilà. Il y a un petit côté, tu sais, les affiches russes là, sur la présentation des Un petit personnages. peu, Ces personnages sans visage, tu sais, très très pris altiers. un peu en contre-plongée. Voilà. Assez musculeux. À contre-jour. À contre-jour, exactement. On sent le travail bien fait. Donc voilà, bref, moi c'est un truc qui m'a bien plu. J'attends donc avec hâte la suite, Mathieu, n'est-ce pas? Ça aurait pu être un peu casse-gueule dans le sens où, comme tu l'as dit, c'est plein de références classiques, c'est plein de stéréotypes, mais on n'est pas tombé justement dans la caricature. Voilà, c'est le Japon, il y a des tatouages, il y a des yakuza, il y a les petites maisons avec les panneaux en papier, voilà, enfin, je veux dire, il y a plein de choses qui auraient pu être c'est du vu, revu et re-revu, et à l'arrivée, ça fonctionne très bien, on arrive bien à mettre en place l'histoire, on est dans quelque chose de moderne, de contemporain, c'est assez flashy quand même au niveau du choix de certaines couleurs. La couve, bon, forcément, mais voilà, les petites ambiances quand ils vont boire des coups à droite ou à gauche, des choses comme ça. Oui, c'est un jeu d'ambiance, beaucoup d'ambiance. Il y a des jeux d'ambiance différents, voilà, on voit que c'est le Japon, quoi. Et donc voilà, visuellement, c'est très bon et la mise en place scénaristique se fait très bien. Alors après, c'est un tome 1, vivement le 2. Bonne trouvaille aussi sur les flashbacks qui utilisent des tramages Oui. pour tout ce qui est ombrage, etc. Donc, à la façon manga noir et blanc. Que j'ai trouvé plutôt bien pensé. Moi, je mets un jeton sur le coup de cœur en attendant le numéro 2. Tu vois, oui, c'est un peu ça aussi. Voilà. Là, je suis trop sur ma faim pour pouvoir en faire un coup de cœur. J'ai le jeton dans la main, là. Voilà. Ouais. Thio ? Vous êtes pourris, les gars. Non, moi, je trouvais ça vraiment excellent. J'ai passé un excellent moment avec, à mon avis, la meuf qu'on voit à la fin du tome 1, elle a un côté fantastique, mais à mon avis, il y a un côté quand même hyper... j'allais dire terre à terre. Je pense elle doit mener un double jeu quand même. Moi. Mais quelque chose, voilà... Faisons des spéculations mystérieuses. Ouais, mais là, ça c'est limite misogyne, quoi. La nana, forcément, elle est fourbe. Non, je pense qu'elle est pas... À mon avis, elle est flic.
Ah ouais, toi, tu envoies des Moi, trucs comme ça. écoute, je l'envoie comme ça. Je pense que c'est une flic qui, à mon avis, veut avoir toutes les infos que peut avoir le tatoueur de Yakuza, quoi. Ah, donc tu penses que du coup, le petit Yoshi, ça va devenir en fait la top? Va être la top. À mon avis, c'est un tatoueur dans la mafia. Tu vois, il y avait un flic dans la mafia. Ah ouais. Ouais, Comment il c'est s'appelait un l'acteur tatoueur. Mm, Vini, c'était son nom. Terranova. Vini Terra- Vini Terranova, c'est le nom du perso. Et C'est l'acteur, non, je me souviens. ah, ça me revient Non. pas. Mec Bon. avec une permanente. Ah, putain, Donc c'est un mais- truc vraiment. C'était le Tony enfin, c'est Danza les dans la 80, c'est les années 80. Tout C'était le monde Tony avait une Danza en plus petit, mais Tony Danza dans la mafia, quoi. Ouais. Bon, en gros, Mafia Tony, Serbie. en même temps, c'est normal, quoi. Bon, enfin bon. On attend la suite pour voir si ça confirme cette très bonne première impression. Exactement. Le tome 11 de Tony Chu, j'ai encore tellement de retard sur cette série, mais selon vous, elle mérite de ne pas être traitée en express cette fois-ci, parce qu'on part sur quelque chose de neuf. Expliquez-moi tout ça. Vous pouvez allègrement spoiler les derniers tomes, j'avais qu'à les lire plus vite. Disons que on s'était aperçu dans les 10 premiers tomes de Tony Chu que 10. Et oui, puisqu'on est 11. on fait qu'on est 11 exact. Tu as vu la numération, c'est énorme. Oh, tu veux taquer. Que l'ennemi de Tony Chu, c'était le vampire. Voilà, les gars, d'un coup, Oui, j'ai... non, mais là ça va, parce que ça semble c'est assez vite, donc j'ai pas Voilà. l'impression d'avoir été spoilé. Jusque-là, donc, j'ai Jusque-là, pas tout va bien. Et en fait, à la fin du tome 10, on arrive au moment où El Vampirator est dead. Et là, moi, je me suis dit, C'est bon, on est au bout, quoi. ça peut s'arrêter là. Et c'est ce que je t'avais dit d'ailleurs à l'époque du Oui, 10. tu quand m'avais j'ai dit lu. le 10, c'est bon, c'est le dernier. Pour moi, ça pouvait être le dernier parce que clairement, tu étais au bout de l'histoire, tu pouvais t'arrêter à ce moment-là. Eh bien non, on peut continuer encore. C'est comme Harry Potter. c'est- Quand il n'y en a plus, Quand il y en a encore. Rappelle-nous vite fait qui est ce Tony Chu. Tony Chu, en fait, a la faculté, quand il mange quelque chose, de savoir, de pouvoir raconter en fait toute l'histoire de cet aliment et tout ce qui a pu se passer autour de lui. Donc, du coup, grosso modo, s'il mange un cadavre, il va savoir qui est-ce qui a tué ce cadavre. alors, on peut aussi évoquer le fait qu'au cours de ces 10 tomes, les pouvoirs de Tony Chu ont progressé. Il est devenu de plus en plus affûté, avec une finesse dans sa cybopathie. Tous les pouvoirs ont un nom bizarre, mais bon, je vais y revenir. Voilà, donc il est cybopathe et donc son pouvoir s'est grandement amélioré, a grandement progressé au fil des tomes. Ils ont rencontré d'autres personnages qui avaient parfois pour certains des pouvoirs totalement débiles et inutiles. Tous en lien avec la bouffe en général. Mais tous en lien avec la bouffe. Et la sœur de Tony, elle a une quantité de pouvoirs invraisemblable. Elle est d'une surpuissance. Elle était d'une surpuissance Voilà. terrible. Et donc là, du coup, qu'est-ce qui va relancer, on va dire, l'histoire, c'est que l'ex-partenaire de la race, le truc de recherche des poulets, là. Oui, parce qu'il faut savoir que La le poulet est illégal dans Ouais. ce pays. Oui, le poulet, c'est le mal. Voilà. Suite à la grippe aviaire. Donc l'ancien partenaire de Tony Chu, Mason Savoy, qui lui aussi est un cybopathe, et qui a contribué à l'accident qui est arrivé à la sœur de Tony Chu. Qui s'appelle Tony, Mais avec un i. Mais mais avec avec un i. non, la fille de Tony La Chu. fille, pardon, pas la Tu me dis la sœur. sœur, Non, la fille pas de la Tony sœur, pardon, la fille de Tony Chu. Et du coup, ce Mason a toujours dit en fait qu'il avait des infos, qu'il avait une vision plus globale du C'est problème. un peu un silon, il avait un plan. Il avait un plan et en fait Tony Chu, suite au décès de sa fille, ne veut plus du tout lui parler et en fait Mason va réussir à l'obliger, Bien malgré lui. bien malgré lui, à rebosser avec lui. Et c'est ce qui va démarrer, je pense, le nouveau cycle. Maintenant, je vais pas en révéler plus parce que ne faut pas non plus Ouais, c'est compliqué. trop spoiler. Mais c'est bien parce que voilà, plein de choses sont mises en place, des petits détails scénaristiques sur la copine de Tony Chu prennent de l'importance, tel ou tel élément prennent de l'importance. Voilà, je trouve qu'il a réussi à rassembler un petit peu les petits détails, les petites miettes qu'il y avait là, et à recréer une bonne base de départ, une bonne pâte pour un bon gâteau là. En fait, je trouve qu'il a réussi en fait dès les tomes précédents pour moi de ce qui était le cycle précédent de Tony Chu, à mettre en place déjà des petites choses Les petits cailloux avaient été semés. qui permettent aujourd'hui de commencer cette nouvelle intrigue, quoi.
Alors que ça reste une BD, pour les tomes que j'ai lus en tout cas, complètement foutraque, qui part dans tous les sens, qui est bourré de détails qui sont là juste pour la blague souvent, Oui. mais pas tout le temps apparemment. Pas tout le temps, voilà. Non, pas tout le temps. Surtout après quand tu rencontres certains anciens personnages qui ont été arrêtés ou qui ont eu un passé déjà avec le race. Et du coup, ça te change un petit peu ta façon de voir les choses. Est-ce que le personnage le plus balèze de cet univers est présent toujours? Pollo. Pollo, C'est un poulet, alors pour reconstituer, c'est un poulet cyborg, une arme de combat énorme. Alors, c'est mais- le meilleur combattant de tous les temps, quoi. C'est celui qu'on envoie quand on n'a pas d'autre solution. C'est mieux que Capitaine Flamme. Je crois que malheureusement, là, je ne dirai rien. Non, on n'en parlera pas. On peut pas en parler. D'accord. Donc voilà, Pollo est peut-être encore le plus fort, mais D'une autre façon. dans le multivers peut-être. D'accord, ça part encore en vrille, quoi. Pollo est partout. Ouais. Non, mais Pollo est devenu le king quelque La, part, la BD part encore en vrille. totalement. Toujours. Voilà. Mais tout en étant cohérente et fun. Cohérente et fun, mais ça part totalement en note. Ouais, on est Ouais. bien d'accord. Non, mais il faut avouer quand même qu'il y a une trame au niveau de l'enquête qui est géniale. C'est-à-dire qu'il y a plein de merde, entre guillemets, autour. Il y a plein de trucs totalement barrés autour. Mais il y a quand même une intrigue principale qui tient vraiment la route, quoi. L'intrigue n'est pas un prétexte à des conneries. C'est qu'il y a une super intrigue et les auteurs sont tellement forts sur cette intrigue-là qu'ils peuvent se permettre de faire des trucs totalement barrés à côté. Et en plus, du coup, tu as toujours les aventures alors je ne me rappelle plus le nom, de celui du deuxième partenaire de Tonichu, Ah, le cyborg, le premier cyborg de l'histoire, là. Ouais. Avec, Son pote, son pote, voilà, qui a une vie sexuelle très, très, très compliqué. Open. étrange. Je crois qu'on peut, voilà, n'importe quoi. on est vraiment dans l'étrangeté la plus grande. n'importe Et je vous avoue que la dernière page, là j'ai quand même fait un. Oh, attendez, excusez-moi, je voudrais enlever ces images de ma tête. Voilà. On restera là-dessus. Tonichu, voilà, je prends toujours autant de plaisir à le lire. Et c'est quand même toujours aussi fun, quoi. Oui, voilà, tu vois, Tizak, tu l'as cœur. vu. Ah, je l'avais oublié. Tonichu, ben, Ouais, Pour l'ensemble de son œuvre, j'ai envie de dire. C'est un pour coup le de cœur moment, général, Tony Chu. voilà, donc moi je trouve que c'est surtout que je pensais vraiment la série terminée. Et là, je trouve que ça continue, ça se relance, Ouais. mais vraiment en partant du bon pied, quoi. Ok, bon, bah donc coup de cœur, vous Ah, validez ouais, tous les ouais, deux. moi, je me régale avec Tony Chu. Très bien. Retour au centre de la Terre de Ludo Lullaby, le tome 3. Donc en gros, nous suivons un groupe d'aventuriers qui ont sombré au centre de la Terre et qui essayent d'en sortir par divers moyens et se retrouvent confrontés à de multiples complots entre les différentes races qui vivent sous la Terre, car elles veulent utiliser des sortes de pierres magiques qu'il y a au fond pour essayer de percer la croûte terrestre pour ressortir et atteindre leur liberté. Kalima Loctide. C'est une série que je trouve toujours C'est Indiana Jones. C'est une série que je trouve toujours très jolie, très bien menée, mais là, pour le coup, j'ai trouvé l'épisode un petit peu brouillon, parce que ça partait un peu beaucoup dans le mystique, machin chose, explication à la mort moelle-neu de leur mythologie interne, et en fait, c'est un peu tombé comme un cheveu sur la soupe au tout début de l'histoire, alors que je me souvenais que vaguement des 2 tomes précédents, et ça m'a un peu perdu. Alors en fait, il faut se rappeler que dans le premier tome, on est sur quelque chose qui est, je vais dire vraiment dans l'exploration. On est vraiment sur le roman. Enfin, moi, c'est vraiment l'aventure de Voyage au centre de la Terre, quoi. Hein. Ils descendent au centre de la Terre et là, ils découvrent il y a des gens qui vivent au centre de la Terre. Voilà. Plusieurs peuples, etc. Plusieurs peuples, ok. Deuxième tome, bon, ok, ils sont coincés au centre de la Terre, nos terriens qui sont descendus, ils sont coincés et bah, ils vont se retrouver à découvrir que dans le peuple qui vit au-dessus de l'autre, parce que même dans le centre de la Terre, il y a des strates, il y a ceux qui sont en haut et ceux qui sont en bas, qu'il y a ceux qui sont en bas qui sont un peu considérés comme des sous-hommes qui en fait ont peut-être des raisons dans la guerre qu'ils mènent face à ceux qui sont en haut ouais, ok, il y a peut-être un truc. Puis qu'il y a déjà des hommes Et qui viennent d'en haut, qui étaient là depuis longtemps. Voilà, et là tu commences à avoir un truc pseudo-mystique qui se lance. Ok, d'accord. Et là on arrive dans le tome 3 où on part vraiment sur le côté mystique, magique et puissance, grosso modo des grands anciens qui en fait étaient là avant tout le monde et qui régissent finalement l'histoire de la Terre et sa création.
Et ouais, à ce moment-là, je me suis dit, ça devient quand même un peu capillotracté, quoi. Donc j'espère que le 4e tome, qui sera la conclusion, remettra un petit peu les choses au clair. C'est tout ce que je demande. Parce que j'ai passé un bon moment à lire les 2 premiers tomes, mais là, franchement, sur le 3e, je me suis un peu perdu. Parce que je savais plus qui était qui, où était où, parce que bien sûr, les personnages sont tous séparés. Et c'est un peu dommage. Donc, à suivre, mais avec circonspection, on va dire. Bah, disons que là, ils en ont réuni quand même une grosse partie des personnages. Même si, du coup, on suit l'histoire de nos héros, mais sans savoir désormais ce qui se passe en haut, quoi, parce que comme ils sont tous en bas, voilà. Mais j'avoue que j'ai eu un peu plus de mal Ouais, je avec lâche un cet peu homme. aussi. Ouais. Et pourtant, voilà, je les ai à la maison, donc j'ai fait l'effort de relire pas le premier, mais de relire le 2 pour me relancer dans le 3. Mais non, ça m'a pas plus, si tu veux, explicité que toi qui n'avais que le 3. Ok. Solo, tome 2 d'Oscar Martin. Alors, on va faire un petit retour rapide. Alors, vous me reprenez sur mon accent américain, mais c'est Oscar Martin. Oscar Martin, c'est comme Ricky. Donc, Solo, tome 2, Solo, c'est notre petit rat. Notre Dean aussi, grand non rat, comme Dean Martin. Je fais 2 pas de claquettes ou... Bon, on est dans un express, là, les amis. On est dans Faut un aller express, vite. donc on va faire l'express en fait. Bah vas-y vite, Donc, parce que c'est un peu Dardarbutus quand même. Oh, c'est dardard. Souris aérodynamique. Et ouais. Donc là, c'est pas une souris, c'est un rat. C'est pas un petit rat d'ailleurs, c'est un bon gros rat, façon mélange entre Mad Max et Conan, qui dans le tome 1 donc apprend à vivre seul après avoir quitté sa famille. Finalement, il retrouve un nouveau foyer après avoir fait beaucoup d'introspection. Là, il vit donc dans une grande communauté, il a une petite chérie, tout se passe bien, et puis arrive un nouveau personnage qui est un ami d'enfance de sa petite chérie, et lui, il se pose du coup plein de questions, il se retrouve plus à sa place, quelque part, il retombe dans ses travers à ne plus faire confiance en les autres. Et donc il repart sur la route et bon ben voilà, il rentre dans cette phase d'introspection, il recroise totalement par hasard sa famille originelle, en tout cas ce qu'il en reste, et c'est ce qui permet de repartir, de lui donner un peu comme un coup de pied au fond de la piscine et de repartir dans le bon sens. Et lorsqu'il va vouloir du coup retrouver sa dulcinée, il va se rendre compte qu'en fait le camp a subi une énorme attaque de la part d'espèces de méta-humains, méta-animaux qui utilisent maintenant tout un tas de techniques de guerre, chose qui n'était pas le cas forcément précédemment. Et donc notre héros va devoir affronter tout ça, affronter à la fois ses peurs, à la fois ses doutes, mais aussi ces nouveaux dangers. Est-ce que ça te plaît toujours autant après la lecture du tome 1 ? Est-ce que ça mérite le coup d'être continué ? Ça mérite le coup d'être continué. Après, voilà, les phases d'introspection, quand elles sont réelles et fondées, ça va. Parfois, c'est un peu le plaisir de se torturer aussi et de tourner un peu en rond et de partir un peu en ermite au milieu du désert. Voilà, parfois c'est un petit peu, le prétexte est un peu fallacieux, c'est un petit peu dommage de ce point de vue-là. Maintenant, ça n'enlève en rien à la qualité du dessin, ça n'enlève en rien à la qualité des scènes d'action, qui sont vraiment excellentissimes. Les personnages ont du coup une vraie profondeur au-delà de Solo qui parfois du coup on peut dire qu'il en fait un peu des caisses, c'est un peu le Lucchini de la tristesse. Joli. C'est Lucchini de la tristesse. Je trouve que les autres personnages ont un vrai fond et c'est bien amené, c'est bien foutu. Et voilà, on a envie d'aller chercher le tome 3 parce que du coup, nous a été semé une petite graine là sur le pourquoi du comment les méta-animaux, les méta-humains méchants, qu'est-ce qu'ils ont un plan. On a compris qu'ils avaient un plan, on nous explique qu'ils ont un plan, mais on ne sait pas encore exactement lequel. Et voilà, ça donne un peu envie d'aller chercher plus loin. Tu valides ? Je valide. Très bien. Eh bien, merci de nous avoir écoutés. Nous sommes arrivés au bout de cette émission que nous enregistrons de façon fort nocturne. Au bout de la nuit. Jusqu'au bout de la nuit. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires. Un jour, Tisa qui répondra. Un jour. Un jour, mon prince.
Ah, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu de chanson de Zappa. N'hésitez pas à aller faire un petit tour sur le Tipeee, car effectivement, si vous voulez Un jour, nous aider, Isaac me répondra, c'est ça le truc. si vous voulez nous aider, il y a plusieurs façons. La façon la plus simple, c'est de nous mettre des étoiles sur iTunes. Ce n'est pas arrivé depuis fort longtemps. Vous pouvez aussi cliquer sur les petites images qui présentent les couvertures des BD, qui vous envoient sur Amazon. Et après, quand vous achetez un truc, c'est sponsorisé, on gagne des sous. Et enfin, la façon la plus agréable pour nous, c'est de nous soutenir sur Tipeee. Tipeee, c'est facile. Vous vous abonnez en fait à nos émissions, et lorsqu'on en publie une, vous décidez combien vous nous donnez. Vous pouvez nous donner 1 euro, 2 euros, 200 euros si ça vous fait plaisir. Et vous pouvez même mettre un palier. Nous, si- ça nous fait plaisir, hein, Voilà. 200 euros. Vous pouvez mettre un palier pour dire s'ils sortent 4 émissions dans le mois, moi j'ai pas envie, je veux leur donner maximum 2 euros par mois, c'est tout à fait possible. Et cela nous aide beaucoup à acheter plein de nouvelles BD pour vous en parler, à améliorer notre matériel et à gagner un peu notre indépendance. Sur ce, je vous remercie de nous avoir écoutés, je vous souhaite une très bonne journée et nous nous retrouvons très bientôt pour parler encore de nombreuses BD. Ciao. Sur Radio Nova. Ciao. Bonne soirée à vous, au cœur de la nuit. Nous avons guidé. Au revoir. Au revoir, Macha. Que l'un des Yakuza. Top. Du coup, pas de spoil. C'est carrément la fin, tu vois. Je viens de raconter la dernière page. Là. Ah merde, c'est à la fin ça. Ah, c'est la dernière de la dernière. Et si tu veux, c'est le. C'est gros, c'est pas. Tu arrives à la fin et tu fais. Putain, faut que je vois le tome 2, quoi. Eh ben écoute, je lance le tome 2. Et oui, Donc, c'est vrai. putain, c'est la dernière page. La dernière planche. Effectivement. Donc on reprend juste avant ton spoil. Et donc Yoshi va découvrir un... Putain, comment est-ce que je peux formuler ça, moi, du coup sans spoiler. Merde. Ouais.